de la manière dont le leadership peut s'exprimer pour pouvoir obtenir des financements visant à faciliter la matérialisation des projets de transformation numérique. Et donc c'est un apport, c'est un exemple intéressant que nous pouvons noter dans le cadre de cette discussion. Je vais accorder la parole à M. Didier Kipopa, directeur général adjoint de la CNSS de la République démocratique du Congo. Nous sommes curieux de connaître effectivement les mécanismes de gouvernance et de pilotage que vous avez mis en place à la CNSS pour pouvoir garantir une certaine cohérence dans la mise en œuvre des projets numériques. Monsieur le DGA, vous avez la parole. Merci beaucoup, Jean, pour l'opportunité que vous m'avez donnée de pouvoir partager un peu l'expérience de mécanisme de gouvernance de la CNSS. Avant de commencer, je voudrais partir d'une citation tirée de Kofi Annan qui dit « Gouverner, c'est gérer le présent pour construire l'avenir ». Gérer le présent pour construire l'avenir, ça veut dire que quand vous êtes là, vous êtes au niveau stratégique, dans un premier temps, il faut décliner la vision. La vision, comme vous le savez par ailleurs, c'est généralement sur 10 ans. Sur 10 ans. Alors, plus concrètement, qu'est-ce qu'on a mis en place? Dans un premier temps, ce qui a été fait, c'est un diagnostic. Il faut diagnostiquer ce qui existe parce que vous arrivez dans une institution, il faut d'abord faire le bilan de l'existant. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'était de rédiger ou de déployer le schéma directeur informatique. Et au niveau de schéma directeur informatique, il y a plusieurs projets. Et l'élaboration du schéma directeur informatique a suivi un peu 3 phasages. Le premier, je l'ai dit, on fait une analyse de l'existant. Le deuxième, c'était la mise en place des équipes opérationnelles pour pouvoir rédiger le schéma directeur informatique, parce que la démarche devait être un peu intégrée. On est parti des ressources internes et des ressources externes. Le cabinet, du moins, c'est parmi le Big Five du monde. Parce qu'on a dit, quand on a une ambition, il ne faut pas aller chercher des cabinets quelconques, il faut aller chercher le meilleur du monde pour pouvoir nous accompagner. Et en troisième lieu, c'était un peu, il fallait un processus d'appropriation. Et la suite, les étapes suivantes, c'est un peu décliner la vision à travers les instructions des services. L'autre chose, c'est un peu mettre en place les différents comités. Vous savez, une chose, c'est d'avoir une vision, une autre de la décliner, mais il ne suffit pas de faire ça. Il faut suivre le projet. Chaque projet, il faut le suivre. 2 niveaux de suivi avaient été mis en place. Le niveau de la coordination, ce niveau-là, c'est un niveau mensuel des réunions d'évaluation présidées par le pilote numéro 1, le pilote du processus, les DG. Et puis, chaque semaine, hebdomadairement, il y a un comité de suivi, notamment piloté par les responsables, disons, les responsables informatiques. Voilà un peu en résumé ce qu'il fait, mais ce qu'on peut noter de notre expérience, c'est que le mécanisme de gouvernance est reposé prioritairement sur la vision du pilote numéro 1, qui est le DG. Merci, monsieur le DGA, pour cette contribution. On va noter quelque chose de très important dont vous avez fait allusion, c'est notamment la question du choix des prestataires. Parce que finalement, de cette option peut découler la réussite ou l'échec du projet. Et donc ça, effectivement, en termes d'apport et de contribution, et d'ailleurs, durant les différents exposés, c'est une question qui est ressortie de temps à autre sur la nécessité, effectivement, de se faire accompagner par des prestataires indiqués, de manière à s'assurer que les décisions qui seront prises par la suite soient utiles. Alors, pour ce premier round, donc je vais faire intervenir en dernier monsieur le directeur général adjoint de la CNSS du Gabon. Alors, vous avez suivi un peu les observations des uns
et des autres, notamment sur les aspects de la vision stratégique et aussi de gouvernance et de pilotage. J'aimerais requérir votre avis en ce qui concerne les défis et les perspectives. Quels sont les défis majeurs que vous avez rencontrés dans la digitalisation de vos services? Et on serait intéressé de savoir quelles sont les décisions managériales essentielles que vous avez prises pour surmonter ces différents défis. Monsieur le directeur général adjoint, vous avez la parole. Effectivement, les défis dans ce domaine sont nombreux. Ils tiennent à l'organisation, ils tiennent également aux défis technologiques parce que nous sommes un peu soumis aussi à la pression du marché technologique, ça c'est une réalité. Mais ils sont surtout, on va dire, internes. Donc, depuis hier, les différents DSI qui sont intervenus ont relevé certains défis. On peut les rappeler, c'est le changement. Le changement, il est très important. L'accompagnement au changement. Quand les ressources ne sont pas suffisamment préparées pour mettre en œuvre un projet, pour accueillir un projet, donc sa réussite est difficile. Les DSI de nos institutions ont pas mal de solutions qui n'ont pas mal de projets qui ne sont pas arrivés à leur bout, mais qui ont coûté énormément beaucoup d'argent. C'est qu'il faut savoir, quand on parle de digitalisation, on ne parle pas d'informatique. C'est pas de la technologie d'abord. Il y a un ensemble de dimensions à prendre en compte, et la dimension fondamentale, je pense, c'est la perception qu'a l'utilisateur au quotidien de comment il travaille, comment il peut améliorer son travail et quel est l'outil qui peut être à même d'améliorer son travail. Vous savez, quand on met en œuvre dans notre domaine un système d'information cœur métier, quand on n'a pas pris la peine de veiller à ce que tout le monde se retrouve, qu'on puisse intégrer toutes les fonctionnalités, ben, ce système après il vous coûte de l'argent. Il vous coûte de l'argent à quel niveau? C'est après, il n'y a pas de mécanismes de contrôle qui sont intégrés, des sécurités, c'est des doublons dans le système d'information. Donc vous pouvez payer 2, 3, 4 fois la même prestation à la même personne. C'est après, faut avoir recours aux informaticiens qui vont intervenir en base de données. Et quand l'informaticien va intervenir en base de données, c'est un problème, c'est un autre problème. Donc, faut faire attention dans la préparation du projet et ensuite bien asseoir toute la procédure d'accompagnement au changement. C'est important aussi, tant en interne que en externe, avec les usagers, les assurés. Il faut les accompagner. Et les fruits dans le système d'information, là aussi, c'est la petite expérience. Il faut être patient. Même dans la mise en œuvre de projet, dans les résultats qu'on veut avoir. Faut être patient. Donc, je vais résumer. Donc, je vois deux choses, deux défis à relever. Donc, c'est l'accompagnement, la préparation du projet, l'accompagnement au changement et surtout inscrire nos projets dans la durabilité. Sans durabilité, je pense qu'on va pas récolter les résultats escomptés. Voilà. Je vais d'abord m'arrêter par là. Merci beaucoup, monsieur le DGA. Vous avez mis l'accent sur un élément très important que nous n'avions pas beaucoup abordé jusqu'ici, c'est la question justement de l'accompagnement des résistances au changement qui sont généralement constatées lorsqu'il faut changer de paradigme, lorsqu'il faut entrer dans une nouvelle ère d'organisation. Et ça, effectivement, nous le notons comme quelque chose de très important, comme une expérience à capitaliser pour les caisses qui s'inscrivent justement dans des projets de transformation. Alors, on va prendre le deuxième round des questions, mais cette fois-là, je vais vraiment laisser la question la plus ouverte possible, en vous donnant carte blanche de pouvoir dire ce qui vous tient à cœur par rapport à cette question de digitalisation, de numérisation. Ce serait en gros nous dire un peu
Comment vous vous projetez pour les prochaines années? On sait que actuellement, les choses vont très vite, l'intelligence artificielle, on n'est pas rassuré que les pratiques d'aujourd'hui soient celles de demain, donc c'est des gros enjeux. Vous, en tant que directeur général, en tant que responsable d'une structure, comment vous voyez votre organisation pour les prochaines années? Et si vous pouvez nous dire aussi, de manière amassée, comment on va arriver à travailler ensemble, à créer cette sorte de synergie pour que justement notre sous-région d'Afrique centrale puisse avancer ensemble en capitalisant sur les expériences des uns et des autres. Donc je me résume, je vous laisse carte blanche, mais dites-nous comment vous voyez l'avenir de vos caisses en termes de numérisation et aussi la collaboration qui peut y avoir entre les différentes caisses. Monsieur le directeur général de la CNSS, on va commencer par vous. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour se mettre en synergie. Aujourd'hui, nous appartenons tous à un espace communautaire qui a mis en place un outil. Je veux donc faire allusion à la Convention multilatérale de la CIPRES. Alors, je pense que ce qu'il y a premièrement à faire, c'est d'encourager nos États à signer donc cette convention-là pour permettre à nos institutions d'avoir un moyen de collaborer directement avec les institutions sœurs. Et déjà, il faut se dire que même sans cet outil, il y a certaines institutions qui ont signé des conventions bilatérales, des accords de paiement, des accords d'échange des informations sur un certain nombre de choses. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'encourager nos institutions à aller déjà dans ce sens en attendant que nos États puissent donc ratifier la convention multilatérale. Maintenant, pour rebondir sur la première question, depuis hier, nous voyons les expériences pays qui sont passées. Je pense que presque toutes les institutions membres du BLESAC sont dans cette dynamique de digitalisation de nos services pour que ça soit plus accessible et que les traitements des informations soient plus rapides. Alors, étant déjà dans cette dynamique et sachant que la technologie aussi avance à grands pas, nous devons nous mettre à jour au quotidien. La projection de la CPPF à l'heure actuelle porte sur l'horizon 2030. Nous nous sommes projetés sur 5 ans, les 5 prochaines années, avec un objectif de digitalisation globale, une digitalisation globale et agile des processus métiers et des processus support. Donc nos métiers sont déjà fortement informatisés, mais il faut les pousser vers la digitalisation qui permet de les enrichir de biométrie, d'intelligence artificielle et bien d'autres choses. Mais il s'agit également d'y intégrer les processus support. Dans le support, on va prendre quelque chose de basique. Dans la plupart des organisations les mieux outillées, il y a les dispositifs de pointage. Il y a même des dispositifs de pointage qui sont décorrélés des dispositifs de paye. Mais tout cela, il faut peut-être sortir du pointage manuel au digital avec lequel tout le monde triche pour basculer sur du pointage avec de la reconnaissance faciale. Au moins, dès que quelqu'un franchit une porte, on sait s'il est rentré, qui est rentré ou qui est sorti de l'espace de travail et que l'interface avec les logiciels de paye soit automatique et ça garantit au moins
peut-être pas les 8 heures de travail qui sont dues à l'entreprise, mais au moins les 8 heures au travail que chacun peut donner et que chacun est tenu de donner. Et donc là aussi, sur la digitalisation, nous disons, dans le métier, la nature de nos organismes, qui sont, pour utiliser un terme que nous avons utilisé tout à l'heure encore, qui sont des organismes hybrides. C'est des organismes qui ont une vocation de service public, donc rendre service, aider les gens, mais qui, pour leur survie, leur résilience, doivent créer de la richesse pour garantir la pérennité du système de sécurité sociale dont ils ont la charge. Donc, pour ce type d'organisme, ça appelle que le pont de digitalisation intègre la professionnalisation et la digitalisation de tout ce qui est instrument de prévision, de prévisibilité financière. La projection de l'activité, de la vie de la structure ne devrait plus dépendre simplement des interventions ponctuelles des cabinets externes, c'est-à-dire que lorsqu'on décide de faire une étude actuariale, on recrute un cabinet tous les 3 ans qui vient, qui fait un travail et qui s'en va. Mais la faiblesse de ce recrutement de cabinet sans qu'on ait une expertise interne fait que, en réalité, on peut être floué par le cabinet. L'organisation ou l'organisme est exposé au risque d'être floué par, on va dire, l'écosystème des cabinets. Mais si en interne, on a déjà un noyau dur d'experts avec des outils qui font un premier travail de toilettage, lorsque une autre entreprise, lorsqu'un cabinet candidate auprès de la caisse, nous espérons avoir la capacité déjà de mieux apprécier, donc de mieux choisir la question du fournisseur que vous posiez tout à l'heure, donc de mieux choisir les experts qui nous accompagneront dans tout ce qui est stratégie financière et dans tout ce qui est gestion financière. Peut-être pour atterrir sur la partie synergie entre les caisses, en CEMAC, pour parler de la CEMAC, sans aucune tentative d'exclusion des autres, en CEMAC, nous avons des directives communautaires. Nous avons des directives communautaires sur plusieurs matières. Il y a la directive communautaire sur la comptabilité générale de l'État, directive communautaire sur les lois des finances, directive communautaire sur la transparence. Ce sont des instruments qui existent déjà, mais qui, pour ce qui nous concerne, gagneraient à être complétés par, pourquoi pas, une directive. Parce qu'en fait, bien trop souvent, les questions de cotisation, notamment pour l'État employeur, et pour les organismes publics qui sont assujettis à des caisses comme la mienne, où il y a des difficultés de versement de cotisation, peut-être que en ayant une directive, un texte supranational qui sécurise les ressources inhérentes à la sécurité sociale, ça peut nous embarquer de façon vertueuse, embarquer en tout cas l'ensemble des pays de la sous-région de façon vertueuse à répondre désormais à un type d'obligation qui sacraliserait le produit consacré à la sécurité sociale sans que ce produit budgétaire ne serve plus de variable d'ajustement ou de variable d'équilibre des opérations de l'État. Transition, donc on va accorder la parole à Madame Fatoumia sur la même question, les perspectives pour demain, mais aussi qu'est-ce que vous pensez des possibilités de synergie entre les différentes caisses sur la question du numérique? Bien. Nous avons une vision au niveau de l'institution d'une pérennité un peu à long terme d'ici 20 ans, 25 ans. Donc l'approche digitalisation, l'approche modernisation s'accompagne au niveau de cette vision, de cette période. Donc ça nous permet également de franchir quand même certains pas ensemble avec les acteurs publics. Mais je pense que actuellement, il y a quand même de l'espoir. Il y a de l'espoir au niveau des autorités. Nous avons des nouvelles autorités qui sont d'accord pour pouvoir avancer au niveau de l'institution. Donc, nous restons un peu objectifs. Comment dirais-je, nous avons beaucoup d'espoir pour pouvoir avancer au niveau de l'institution.
Voilà. Merci Madame le DG. Monsieur Kipopov. Bien, merci beaucoup. Perspective, c'est notamment le renforcement de la cybersécurité. Comme vous savez par ailleurs, une chose est de digitaliser, mais une autre, c'est la sécurisation de données. Il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a 2 ans, la CNCS a été attaquée. Et partant de cette vulnérabilité, nous avons, en fait, l'institution est en train de déployer pratiquement de moyens pour renforcer la cybersécurité, pour bien garder, disons, les données. Alors, ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est l'amélioration des services. Le maître mot en sécurité sociale, comme on le sait par ailleurs, dans tous les services, c'est l'amélioration continue. Faire des évaluations, être à l'écoute des assurés, faire le visite d'échange avec les caisseurs, afin de poursuivre les partages d'expériences, parce que, vous savez, les expériences des uns et des autres nourrissent la gouvernance. Alors, au niveau de la coopération, déjà, les structures qui nous réunissent déjà, nous sommes convaincus, comme on le disait dans notre discours, que avec le BLESAC, avec la nouvelle gouvernance au niveau de BLESAC, l'ensemble, nous allons... Parce que ce n'est pas un projet commun, hein, c'est pas, bien sûr, c'est compartimenté au niveau du pays, mais on a besoin de partager les expériences, on a besoin d'être dans des structures, des organisations un peu comme celle-ci, des associations comme celle-ci, pour essayer un peu de booster. Bien sûr, nous gérons les structures au niveau national, au niveau local, mais le maître mot, c'est l'humanité, c'est l'avenir, c'est l'homme au niveau du monde entier. Donc, c'est comme ça que nous concevons un peu la coopération, à travers le visite d'échange, à travers toutes les initiatives au niveau international, ce qui fait que la CNCS répond, si pas à toutes les invitations, disons au moins à presque toutes les invitations. Le DGA, nous allons donc terminer cette deuxième série avec Monsieur le DGA de la CNSS Capo. Merci. Alors, comme perspective, c'est continuer à développer les fonctions donc d'une caisse. On a déjà adressé le cœur métier. On a connu une instabilité avec l'ancienne application. Là, on a une nouvelle. On a tout la stabiliser. Et donc, on va poursuivre avec... il y a un domaine qui n'était pas jusque-là pris en compte, c'est celui des accidents de travail. Donc, on va fournir des services en ligne pour tout ce qui est déclaration en ligne, pour le suivi médical des accidentés de travail, parce que là aussi, il faut faire un effort. Il y a le gouvernement qui a une forte ambition de développer les secteurs miniers et extractifs, donc il faut les accompagner. Il y a des mines qui vont se créer. Et en général, ce sont des domaines assez accidentogènes, donc il faut accompagner avec des mécanismes de prévention, de prise en charge rapide. Maintenant, il y a une seconde étape, c'est celle de paiement en ligne, donc la déclaration qui appelle la cotisation, et ensuite donc faut payer en ligne. Donc nous allons poursuivre dans cette direction. Alors, comme échange entre caisses, bon, je pense que les DIC ont commencé, ça, il n'y a pas de problème. Pour développer le portail au niveau de la CNSS, le DIC s'est rendu à la CNPS Cameroun, et quand il est revenu, donc il y a eu des idées, ils ont développé. C'est un informaticien, lui, qui a développé le portail. Je vous invite, alors, comme nous sommes dans le cadre de partage d'expérience, je vous invite quand même à aller regarder ce portail. Il est bien fait, il y a pas mal de fonctionnalités. Merci beaucoup, Monsieur le DGA.
Et donc on va lentement mais sûrement vers la fin de cette table ronde qui aura été très riche en expérience, très riche en enseignement. Il y a des points de convergence qui ressortent des différentes interventions. D'abord, il est évident que effectivement un processus de digitalisation, de numérisation doit nécessairement faire l'objet d'une déclinaison de la vision à travers un document stratégique ou alors un schéma, un plan directeur informatique. On s'est mis d'accord aussi sur la nécessité de veiller au coût que cela peut induire. Un projet de numérisation, de transformation numérique, parfois induit des coûts énormes à supporter pour les organismes de sécurité sociale. Et il est important, de ce point de vue-là, de se projeter. Des exemples ont été ici donnés, notamment sur les modèles de financement qui peuvent être obtenus pour soutenir ce projet, mais aussi sur le leadership qu'il y a à exercer pour pouvoir obtenir l'accompagnement, l'aval des conseils d'administration afin d'atteindre les objectifs assignés. Un élément important aussi qui est ressorti des différentes interventions, c'est la nécessité d'y aller graduellement, j'ai envie de dire, par des projets en termes de pilotage d'activité, parce que le processus est, je veux dire, graduel, et donc au fur et à mesure, il faut consolider les initiatives, et donc il y a lieu d'y aller effectivement à travers une stratégie de pilotage de l'activité. On a aussi fait un peu allusion, de manière assez appuyée quand même, sur la nécessité de déterminer des prestataires qui ont quand même pignon sur rue ou qui ont une connaissance précise du domaine pour pouvoir assurer un certain succès à l'initiative de transformation numérique. Ça a été noté, tout comme il a été noté la nécessité de prendre en compte les pesanteurs qui peuvent être liées au changement. Les réticences au changement, généralement, sont rencontrées lorsque on se lance dans un processus de transformation numérique, et c'est important de les anticiper et de pouvoir développer des stratégies pour pouvoir les contrer. Alors, sur les aspects de collaboration, de perspective, il y a des éléments importants qui ont été dits ici, notamment sur la mutualisation des efforts. L'exemple a été donné de la Convention multilatérale de la sécurité sociale de la CIPRES, qui effectivement permet aux travailleurs migrants de pouvoir être pris en charge. C'est effectivement un moyen de parvenir à cette sorte de mutualisation. C'est une question qui doit davantage faire l'objet de plaidoyer, de sensibilisation. Il a aussi été fait mention ici, et je pense que c'est une réflexion d'ailleurs très intéressante, parce que hier, pendant les échanges, une question a été soulevée sur les aspects juridiques de ces transformations. Comment on fait pour intégrer ou alors adapter les législations nationales à ces évolutions digitales et numériques. Et un exemple ici a été donné, de voir dans quelle mesure certaines directives au niveau de la CEMAC, au niveau des sous-régions, peuvent permettre de déboucher sur des sortes de directives ou de lois sur la sécurité sociale. Je pense que c'est des pistes de réflexion, effectivement, qui pourraient faire l'objet de débats dans les jours à venir, ou qui pourraient être portées comme des plaidoyers par nos caisses respectives de sécurité sociale, pour faire en sorte que cette mutualisation participe à l'avancement de nos systèmes de sécurité sociale. Et puis, pour terminer, on notera aussi la nécessité de renforcer la sécurisation des données. Dans un monde qui va très vite, quand une intelligence se développe, une autre, plus néfaste malheureusement, prend pied aussi. Et donc il y a nécessité effectivement de développer des stratégies pour contrer tous ces écueils-là. Voilà, mesdames et messieurs, en gros, ce qu'a fait l'objet de cette table ronde. Je voudrais donc de manière tout à fait spéciale remercier l'ensemble des intervenants, des panélistes. Je vais vous demander
de pouvoir les applaudir à l'appellation de leur nom. Monsieur Vianney Tago, DG de la CNSS, Monsieur Karl Geba, DG de la CPPF, Madame Fatoumé Amouni, DG de la CRC, Monsieur Didier Kipopa, DGA de la CNSS-RDC et Monsieur Fabrice Odjagi, directeur général adjoint de la CPPF. Nous voulons vous remercier pour votre participation, pour votre intervention. Nous n'imaginons pas toujours la charge et le poids que portent les directeurs généraux dans la conduite des institutions de sécurité sociale. Et pour une fois qu'ils sont devant nous, je voudrais vraiment que nous leur exprimons notre gratitude en les acclamant, mais vraiment de manière... C'est donc sur cette note que nous allons clôturer cette table ronde en vous remerciant pour votre participation, pour votre écoute attentive. Et donc je vais inviter Monsieur le maître de cérémonie pour prendre le relais de cette journée qui touche bientôt à sa fin. Encore une fois, merci. Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne la sécurité sociale dans d'autres pays? Comment les gens se soignent, préparent leur retraite ou reçoivent des aides familiales au Japon, au Brésil, en République démocratique du Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou en Suède? Si ces questions vous intéressent, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur ProSécu, la chaîne qui vous explique la sécurité sociale dans le monde entier. Ici, nous décryptons et analysons les systèmes de protection sociale de tous les continents. On explore leurs réussites, leurs défis et surtout leur impact sur la vie de tous les jours. Nos vidéos sont faites pour tout le monde, que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement curieux de comprendre comment la solidarité s'organise ailleurs. Rejoindre ProSécu, c'est s'ouvrir au monde et mieux comprendre les enjeux qui nous concernent tous. Alors, si vous aussi vous pensez que la protection sociale est un droit humain fondamental, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci et à très vite.